Bonjour à tous, avant le début de cette conférence, j'aimerais un petit peu vous expliquer de quoi ça parle. En fait, c'est quelque chose qu'on a tourné au Doctor Who Day de Lyon, qui est une convention Doctor Who qui a lieu à Lyon tous les ans au mois de novembre. Et donc cette fois-ci, on a parlé du changement dans Doctor Who, c'est logique, c'était en plein pendant la diffusion de la saison 11. Et donc je suis sur cette table ronde accompagnée de Marion, de Marie et de Flavien de TARDIS Story. Donc je vais vous laisser découvrir ça. J'aimerais quand même juste préciser qu'à ce moment-là, c'était le jour de diffusion de l'épisode The Witchfinders. Du coup, on n'avait pas encore vu toute la saison, donc par moment, il y a certaines choses qu'on dit qui vont peut-être vous sembler incohérentes. Enfin voilà, passez un bon moment. Nouveau docteur, nouvelle docteur, voilà, donc le docteur est une femme, waouh. Est-ce qu'il y a des changements notables autres que le fait que, on va revenir dessus, que c'est une femme? Ah oui, cette saison, il y a un petit peu de tout qui change, parce qu'effectivement, on a une nouvelle actrice qui joue le docteur, nouvelle team TARDIS, donc 3 nouveaux compagnons, ce qui s'était très peu fait sous la New Who, nouveau showrunner, puisque Chris Chibnall remplace Steven Moffat, nouveau compositeur, puisque Segun Akinola remplace Murray Gold, qui avait fait les 10 premières saisons, les musiques des 10 premières saisons, nouveau matériel. Nouveau TARDIS également. Nouveau TARDIS. Nouveau tournevis sonique, mais bon, ça c'est plutôt logique. Je vais vous demander juste votre avis, comme ça, on va dire un peu à brûle pour point. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format? De manière générale, la nouvelle série, tu veux Ouais, dire la nouvelle série. Personnellement, je l'apprécie beaucoup. Je trouve que, vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler, mais le rythme est assez différent. Et c'est un rythme où on accroche ou pas. Personnellement, c'est un rythme auquel j'accroche beaucoup parce que j'avais parfois tendance à avoir, que ce soit pour RTD ou Moffat, dès que ça devenait vraiment trop épique, et ça avait parfois tendance à être un peu trop épique pour moi, j'étais un peu, ouais, t'en fais trop. Donc, quand c'est un petit peu moins, personnellement, ça m'empêche pas d'aimer l'épique, mais en l'occurrence, du coup, cette saison, personnellement, j'accroche. Mais il y a beaucoup de gens qui n'accrochent pas justement au rythme et tout ça. Mais oui, c'est assez différent dans la façon dont les histoires sont écrites, c'est pas du tout le même rythme que celui auquel on est habitué. Le docteur, elle a vraiment sa personnalité propre, quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, qui est très intéressant. Mais voilà, ils ont vraiment tenté de faire quelque chose de radicalement différent, ce qui fait que il y a quelques tensions dans le fandom en ce moment, entre ceux qui aiment beaucoup, ceux qui ont encore un peu de mal, et ceux qui ont décidé que de toute façon ils n'aimeraient pas. Personnellement, je fais partie de ceux qui apprécient ce changement. Et je suis vraiment ravie de la tournure que ça prend pour le moment. Donc j'ai hâte de voir la fin de saison, pour voir si je suis toujours en phase avec ça. Justement, ce que disait Pauline, c'est que c'est vrai que ça change radicalement, je trouve. Ce qui fait que, d'un côté, c'est perturbant, parce que du coup, on est là... ça bouge beaucoup, quoi. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est peut-être ce qu'il fallait à la série. Parce qu'on va pas dire qu'elle s'est soufflée, parce que, Capaldi, moi personnellement... ultra fan, donc là-dessus, moi j'étais très contente du docteur. Après, je trouve vraiment que ça donne quand même une bouffée d'air frais. Je trouve que je redécouvre la série, et c'est ce qu'il fallait. Le fait d'avoir 3 compagnons, ça fonctionne très bien, parce qu'ils ont tous des personnalités différentes, et en même temps, justement, ils aident le docteur, et il y a vraiment ce côté équipe. C'est plus... moi, ce que je reprochais avec, par exemple, le personnage de Clara, c'est que des fois, je la trouvais peut-être un peu trop en avant par rapport au docteur. Pour d'autres, justement, le docteur écrasait peut-être un peu la présence des compagnons. Là, on est vraiment sur, je trouve, un bon équilibre pour ces côtés-là. Pour ce qui est de l'esthétisme, oh la vache, c'est beau. Parce qu'on était quand même habitués aux effets spéciaux un petit peu dégueux, on va pas se mentir. Là, franchement, il y a des choses très très belles. Ça se remarque parce qu'ils ont changé de caméra. Maintenant, ils utilisent des caméras cinéma. Donc, c'est vrai que l'esthétisme est très très joli. Le changement on en a parlé, de Segun Akinola à la place de Murray Gold. Murray Gold est un très très bon compositeur. Mais là, justement, ce que disait Pauline, c'est qu'avant, on était vraiment dans l'épique, on était sur des musiques, allez, c'est parti. Là, on est dans quelque chose de plus intimiste et qui, des fois, justement, apporte un peu plus d'émotion à certaines scènes. Ça magnifie certaines scènes, donc je trouve ça très bien. Après, je peux comprendre qu'on n'apprécie pas, justement, c'est quand même beaucoup de changements d'un coup. On se prend tout ça dans la face. Donc effectivement il faut suivre tout ça, mais vraiment moi je pense que c'était quelque chose de nécessaire à la série, parce que si on reste dans son petit confort,
bah, finalement, est-ce que on risque pas d'avoir une fin précipitée de la série si on est tout le temps la même chose, il n'y a plus de surprise pour les spectateurs. Là, peut-être on arrive à convaincre de nouvelles personnes à regarder la série. On va pas se mentir, le fait que ce soit une femme maintenant, effectivement, il y en a certains pour qui c'est compliqué d'accepter ça. Et pour d'autres, ça les motive à regarder la série, de se dire putain, un show qui a plus de 50 ans, qui a 55 ans cette année, ça fait 55 ans que c'était un mec, maintenant ils ont mis une femme. Bah, peut-être avoir faut quand même avoir des balls, on va dire, pour prendre cette décision. Et donc voilà, moi je suis très fan de cette nouvelle série. Alors je me permets juste de nuancer un tout petit peu, il y a quand même des trucs qui restent. Hein. Par exemple, oui, tout à fait. Les monstres dégueulasses en carton-pâte, il y en a encore. Alors, c'est toi lesquels? Moi j'aime bien le Non, dégueulasse, non. Oui, bon. Si on prend les épisodes de 2005, qu'on regarde la tête qu'avaient les Slitines en 2005 et qu'on regarde la tête d'autres monstres, pas de spoiler, dans les épisodes de la dernière saison, je pense à l'épisode 4 par exemple, les monstres étaient quand même plutôt bien faits. Pour l'épisode 1, je trouve pas que le monstre soit mal fait. Je trouve qu'il est très bien fait visuellement. Après, c'est sûr qu'on retrouve un méchant assez typique de Doctor Who, pas très développé et qui reste un petit peu un prétexte pour l'histoire. Donc là-dessus, on est d'accord. Forcément, ça reste Doctor Who, hein. Mais visuellement, je trouve que ce monstre a quand même beaucoup plus de gueule que ce qu'il pouvait se faire avant. Sans aller jusqu'en 2005. Je vais prendre l'exemple de l'épisode Sea Nice, qui a une espèce de monstre, pour ceux qui se souviennent, qui est moche, vraiment. En fait, ça se voit qu'ils n'avaient pas beaucoup de budget sur cet épisode-là comparé au nombre d'effets spéciaux qu'ils avaient à faire. Et en fait, c'était quand même la saison dernière, c'est la saison 10. Donc on a quand même une sacrée évolution entre début 2017 et fin 2018 sur la qualité des effets spéciaux. C'est vraiment impressionnant. De toute façon, ils ont changé d'équipe qui s'occupe des effets spéciaux. Ils passent par un autre sous-traitant. Et personnellement, je trouve que même ça se voit et que ça leur donne quand même un côté beaucoup moins cheap qu'avant. La grande nouveauté cette année aussi, c'est que cette fois-ci, on n'a pas de Christmas Special, on n'a pas d'épisode de Noël, mais un épisode de Nouvel An. Il y en a pour qui, effectivement, c'est un peu décevant, ils attendaient leur petit cadeau de Noël en plus sous le sapin. Moi, je trouve que c'est peut-être une bonne idée, parce que Noël, c'est un thème, au bout d'un moment, on risque de tout le temps tomber dans la même chose. Donc là, le fait d'avoir un épisode spécial pour le Nouvel An, c'est peut-être bien justement de sortir de ce côté, ils vont voir le Père Noël, ou alors ils vont aider une famille qui fête Noël. Enfin, le renouveau de la série, ça passe aussi par le choix de bousculer les codes et de dire bah non, cette année on va pas faire un épisode de Noël, on va faire un épisode de Nouvel An. Ils avaient plus d'idées en fait, je peux pas faire un truc, je peux pas trouver à chaque fois une idée. Oui, même Moffat disait que c'était très difficile de trouver une idée qui soit reliée avec le thème Noël à chaque fois. C'est pour ça qu'ils se sont dit on va faire autre chose, on va proposer quelque chose de nouveau. Dans la New, si on reste vraiment sur la New, il y a pour le moment 3 Doctor Who très distincts. Donc il y a celui de Russell T Davies, un petit peu une vibe Buffy contre les vampires, quelque chose de très proche. Après, Moffat est arrivé et a porté sa touche avec des scénarios des fois qui sortaient plus de l'ordinaire. Qu'on aime ou pas, il a tenté de nouvelles choses, il a tenté de faire quelque chose d'un peu plus timey-wimey, avec un côté épique très appuyé, et des scénarios alambiqués, avec des longs arcs, etc. Et finalement, là, on se retrouve avec encore un 3e Doctor Who. Après cet épisode, je peux dire que ce Doctor Who, il change beaucoup. C'est ce que disait Pauline, en fait. Et Marion, on va se retrouver avec un Doctor Who plus intimiste, qui prend son temps, qui est plus posé, et qui est vraiment axé sur les relations entre les personnages et la dynamique entre les 4 personnes qui qui habitent dans le TARDIS, avec des histoires pour le moment qui sont plus simples, mais où l'intérêt repose vraiment sur les personnages et le message dans les épisodes. Chaque showrunner apporte sa vision, globalement. C'est vrai qu'avec Moffat on était sur quelque chose de plus épique et de plus... il utilisait beaucoup aussi le voyage dans le temps. Moffat c'était le premier un peu véritablement à s'en servir réellement. Et puis Chibnall, lui, il est plus dans le côté humain en fait, plus dans l'empathie, qui avait aussi dans Broadchurch, ça passait dans Thierry, on peut retrouver un petit peu ça dans la relation entre les personnages. Il y a beaucoup de scènes par exemple, où une scène où t'as Yas qui va bouder dans un coin et t'as Graham qui est là voir pour la réconforter, il partage une expérience personnelle et dire voilà, moi j'ai vécu ça. Une petite scène comme ça entre les deux, il aime beaucoup ce genre de truc, j'ai l'impression, on retrouve beaucoup ça dans la nouvelle série. Moi je trouve qu'il change aussi peut-être avec Chibnall, c'est que il a écrit énormément d'épisodes
pour une première saison, il en a écrit plus de la moitié, quoi. Mais c'est ça, c'est peut-être un peu trop. ouais. C'est qu'on a peut-être envie qu'il laisse un peu sa place pour voir justement ce que d'autres scénaristes pourraient proposer pour cette nouvelle saison. Il a écrit tous les premiers épisodes de la saison ou les a coécrits. Et je pense que c'est vraiment dû au fait qu'il voulait instaurer ces personnages. Ces personnages, on voit qu'il les connaît déjà par cœur, il les connaît très bien. Il voulait vraiment se charger de toute la partie où on apprend à découvrir ces personnages. Et je trouve que c'est une bonne chose. Après, bon, je suis pas une grande fan en soi généralement des scénarios de Chibnall, mais ma théorie c'est qu'il va sûrement en écrire moins sur les suivants vu qu'on n'aura plus besoin d'installer le perso. Je pense qu'il a vraiment voulu se faire ce travail, d'introduction lui-même en fait. On va parler peut-être un petit peu des gens qui ont des problèmes avec le changement. Il y a un autre aspect du style Chibnall dont on doit parler parce qu'il a fait grincer quelques dents, on va dire. Ça lui tient beaucoup à cœur de faire passer des messages en fait. Dans Doctor Who, de faire passer des messages de tolérance, parler de racisme, parler de la place des femmes, parler de choses comme ça. Oui, parler de handicap ou parler des LGBT, des choses comme ça, et ça c'est quelque chose qui n'est pas passé du tout chez certains fans, qui estiment qu'on n'a pas parlé de ça dans une série de SF, que ça veulent de trop l'évasion. politisant peut-être. Oui, que ça n'a pas sa place dans Doctor Who en fait, que Doctor Who ne devrait pas avoir un message politique. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il y en a quand même qui reprochent ça à Chibnall, mais Moffat il en a fait aussi. C'est un peu dommage justement ce problème. Russell aussi. Hein, c'est ça, mais de toute façon c'est l'éternel problème dans les fandoms, c'est qu'à chaque fois qu'il y a il y a une nouveauté dans beaucoup, il y en aura toujours qui vont critiquer en disant oui c'était mieux avant. C'est le problème, ce sera toujours le cas. Il y en aura toujours pour qui dire quand Moffat est arrivé, tout le monde disait Russell T c'était mieux avant, maintenant que Chibnall est là, il y en a qui disent pas Moffat finalement c'était mieux. Donc... Doctor Who a toujours été une série plus ou moins politique. Russell T faisait passer des messages, Steven Moffat aussi. La dernière saison, ça parlait beaucoup du genre déjà, peut-être pour préparer le fait que le Docteur va devenir une femme. Et même si on regarde dans la série classique, il y avait des messages politiques. Bien sûr, c'est une série qui a évolué avec son temps, donc les messages politiques ne sont plus les mêmes, parce qu'il faut être en adéquation avec les débats de la société. Mais par exemple, si on prend les tout débuts de la série, c'est une des premières séries de SF où il y a eu un pilote noir qui était présent, un astronaute noir, pardon, qui était à l'écran. Mais déjà, rien que dans la façon dont a été fait la série, c'était un peu la série, il faut faire une série, il faut remplir un slot horaire. Il y a cette meuf là que je connais, elle travaille bien, allez venez, on la prend. Du coup, Verity Lambert, première productrice de la série, qui a été quand même la première femme qui a produit de la fiction sur la BBC, c'est quand même déjà quelque chose d'assez marrant. Premier réalisateur également d'origine hindoue pour The Unearthly Child, donc voilà, le premier épisode de Doctor Who. Sidney Newman, donc le créateur il y a 55 ans de la série, avait dit alors je crois que c'était aux alentours, ou quand il choisissait le 4e docteur, il avait dit « ce serait bien que ça devienne une femme ». Ça ne s'était pas fait jusque-là, mais du coup c'était dans les cartons depuis longtemps, c'est pas juste parce qu'aujourd'hui on féminise tout. Même le 2e docteur, Patrick Troughton, avait suggéré en interview que son remplaçant pouvait être une femme. Donc c'est vraiment, ça date pas d'hier. Et pour le 5e docteur, ils avaient pensé à des actrices. Ils avaient réfléchi à ça pour le 5e docteur déjà. Parce qu'au début, Doctor Who, l'idée de régénération n'existait pas. Pour le renouveau, pourquoi est-ce que le renouveau est dans l'ADN de la série comme ça? C'est que très vite, William Hartnell a eu des problèmes de santé, des problèmes de mémoire. Pour donner un exemple simple, par exemple, dans un épisode, War Machine, comme on ne pouvait pas faire plusieurs prises à l'époque, à un moment donné, il y a le docteur qui dit « Ah là là, mes célèbres ennemis, les Daleks », avec un T, et ils ont gardé la prise parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Le docteur était très souvent absent dans des épisodes parce que William Hartnell ne pouvait pas suivre le rythme effréné, et c'est pour ça que Sidney Newman a inventé en fait cette idée que le docteur pouvait régénérer. Donc c'est à partir de ce moment-là que le renouveau, c'est devenu finalement la raison pour laquelle aujourd'hui on a encore Doctor Who sur nos écrans. Avant cette saison, on a quand même assisté à, on va dire, une belle phase de test avec l'introduction de Missy. Est-ce que quelqu'un veut développer ça? Pour Steven Moffat, Missy, je pense que c'était vraiment une façon de tâter le terrain, c'est de dire bon, si le maître peut changer de sexe, le docteur peut changer de sexe, si le public est capable d'accepter un maître au féminin, il pourra accepter un docteur au féminin, clairement. Et ça a marché, je pense, plutôt bien avec Michel Gomez, qui est incroyable dans ce rôle-là, qui
C'est machiavélique, au possible. Ensuite, en saison 9, on a la première régénération à l'écran où on voit un Time Lord devenir une Time Lady pendant le final, pendant Hellbent. Et pour enfoncer le clou, Moffat il a décidé en plus de changer la couleur de peau du Time Lord et Time Lady. Donc il a tout fait d'un coup pour tâter vraiment le terrain. Et en plus, il y a quand même un truc que Moffat a fait qui est très gentil, je trouve. Il savait qu'en écrivant le final de la saison 10, que ça allait être Jodie Whittaker, le prochain Docteur. Et donc, en fait, il a décidé de mettre plein de petites... comment dire, piques... oui, enfin, d'en parler, en fait, dans le final des références. Merci, je n'avais plus le terme. Foreshadowing. Exactement, du foreshadowing. Nous, on s'en fiche un petit peu, les Time Lords, ça n'a pas d'importance chez nous. C'est des choses qu'il n'y avait pas, en fait, dans le scénario de base, et que Moffat a rajouté exprès pour faciliter la tâche à Chibnall, dire, tu vois, ils pourront pas vraiment dire quelque chose parce que là, il n'y a vraiment aucun doute sur le fait que c'est possible. Donc en fait, c'est un petit cadeau qu'il lui a fait. Je trouve que c'est très sympa de sa part d'avoir fait ça. Parce que par contre, Russell T. Davies, il avait laissé des crasses à Moffat. D'ailleurs, Russell T. Davies, il aime bien faire des petits cadeaux à ses camarades, puisque il avait donc laissé des choses en suspens avant de partir, notamment cette femme qui est visible dans le dernier épisode de Tennant, et on ne sait pas si c'est la mère du docteur, etc. Moffat a décidé de rien en faire du tout. Quand il a su que Steven Moffat allait partir, il a été voir son copain et il lui a dit « Dis donc, ce serait quand même pas marrant que Missy soit amoureux du maître de Sim. Comme ça, Chibnall, il sera bien embêté avec cette storyline. » C'est pire que ça, il voulait que Missy soit enceinte d'elle-même. C'est ça qu'il voulait. Steven Moffat a décidé que quand même c'était une série familiale. Ouais, voilà. Subversif, mais pas trop quand même. Le monde n'est pas prêt. Typiquement, j'ai eu beaucoup de mal à la fin de la saison 1 avec Tennant. Et puis je me suis très rapidement, je suis un peu versatile, mais je me suis très rapidement tombé amoureux de Tennant, voilà. Et en fait, ainsi de suite. Du coup, est-ce que c'est une série qui aide à surmonter un peu le changement, qui a un travail pédagogique comme ça? Pour prendre un exemple, je pense qu'on est beaucoup à fantasmer sur des acteurs ou des actrices. Ce qui fait, fait que... Non. Oui, je te crois, bien sûr. Non, c'est vrai que Capaldi, je le trouve vraiment très sexy. Non, mais c'est vrai. Non, mais il est vraiment... À chaque fois, on est surpris. Chaque incarnation du docteur a sa nouvelle personnalité. Forcément, il y a des traits en commun, parce que ça reste le même personnage. Personnellement, je trouve que si on met côte à côte le docteur de Capaldi et le docteur de Tennant ou le docteur de Whittaker, ça n'a rien à voir. Et c'est ce qui fait que la série perdure. Et c'est justement aussi, c'est à travers ce nouveau docteur, on va choisir des compagnons aussi différents qui vont pas apporter la même chose. On avait la romance qui était apportée avec Rose. On avait ce qui les fans avaient un peu moins apprécié, c'était le côté Martha qui était toujours amoureuse du docteur alors que lui c'était Rose. Mais au final, le personnage de Martha est très intéressant dans le sens où elle fait énormément pour lui, c'est un peu comme une meilleure amie pour lui, elle l'aide énormément. Et en même temps, justement, avec le personnage de Bill, qui pour le coup est homosexuel, il n'y a pas cette ambiguïté entre les deux. Il fait bah non, vous êtes là physiquement, là vous êtes un mec, vous m'intéresse pas, mais c'est plus la relation professeur. Donc le changement d'acteur, ça permet vraiment à chaque fois de montrer une nouvelle facette du docteur, de permettre que la série dure, comme on l'a dit. Si Hartnell avait continué, je pense pas que la série... les fans français, déjà, on n'aurait jamais entendu parler, à part ceux, justement, qui s'intéressent de très très près à la culture anglophone. Mais je pense pas que la série aurait connu un succès mondial comme elle le connaît aujourd'hui. Avec un peu de réserve, forcément, mais je pense vraiment que s'il n'y a pas de changement d'acteur, il n'y a pas de Doctor Who, quoi. Rose, c'est un personnage qui a connu deux docteurs. Et elle n'a pas du tout la même relation. Enfin, en fait, c'est le docteur qui n'a pas la même relation envers Rose, que ce soit le 9e ou le 10e. Et du coup, on a vraiment une évolution de ce côté-là. Et par contre, d'une autre manière, tu parles de Bill et le 12e docteur, il y a vraiment cette relation professeur. Mais il y a aussi avec Clara, qui du coup a voyagé avec le 11e docteur et avec le 12e. Et ou directement le 12e docteur ou avec le 11e, bon, c'était pas vraiment du flirt, hein, c'était vraiment juste un petit peu, c'était un peu les copains c'est des bons copains, mais il y avait quand même toujours un peu cette tension un peu bizarre. Et alors que le 12e arrive et dit clairement non. Ah non, on est potes. Non.
il le dit clairement quand même, mais en plus c'était aussi un clin d'œil envers les fans de « Ah, bah t'étais content de fantasmer sur le docteur ?» Eh ben non, bah désolé, pas sur moi. Parce que c'était un peu pour ça, il y avait aussi tout ce côté, quand Capaldi arrivait, des fans qui ont beuglé parce qu'elle pourrait plus fantasmer sur le docteur. Peter Capaldi, c'était une des raisons qu'il avait mis, pour qu'il devienne le docteur, il avait dit « La condition, c'est qu'il n'y ait pas de romance entre mon docteur et des compagnes. » Et puis pour répondre à ces fans-là, on peut très facilement fantasmer sur Capaldi. Non, mais en plus, Comme je l'ai déjà suggéré. Affirmé. Je sais pas si juste il y en a qui ont vu bon, la série classique, c'est le coffret de la saison 12 où justement ils ont fait visionner les épisodes. Ils ont fait en fait des visionnages d'épisodes par des anciennes compagnes où elles sont un peu en mode soirée pyjama. Elles sont là. Oh là là, aujourd'hui, le docteur il fait des bisous, c'est avec Magan que c'est arrivé dans le téléfilm, nous à notre époque ça se passait pas comme ça. Donc c'est vraiment, les relations entre le docteur et les compagnons, ça a énormément changé. Et justement c'est quelque chose qui est arrivé très récemment, qui est cette histoire de romance. Et je pense que c'est pas plus mal qu'elle soit un peu repartie, parce que si à chaque fois il y a ce côté non, c'est répétitif. Mais les romances, justement, c'est intéressant parce qu'on parlait des fans réfractaires au changement. Il y a des fans à qui ça n'a pas plu du tout que le docteur fasse des bisous et que le docteur puisse tomber amoureux et tout. Il y en a qui ont dit non, le docteur c'est pas ça, le docteur peut pas tomber amoureux. Comme quoi ça prouve que le docteur ça peut être ce que tu veux en fait. Les gens disent non, le docteur ça peut pas être une femme. Bah si, le docteur ça peut être ce que tu veux. Le docteur c'est ça, l'espoir. le docteur c'est plus un symbole qu'un personnel en soi, sa personnalité elle évolue tout le temps. Le docteur ça peut être un homme d'action comme Pertwee qui va mettre des mandales, ou, ça peut être un docteur comme McCoy qui va plus être dans la manipulation, dans la psychologie et tout. Donc le docteur ça peut être ce que tu veux et ça peut aussi être une femme. Bah, ça peut être ce qu'on veut justement déjà parce que déjà il n'a qu'un titre, il n'a pas de prénom. Bah oui. Et c'est justement parce que c'est le docteur, en anglais The Doctor, qui est même pas genré, du coup il n'y a pas de nuance, c'est vraiment la langue française qui fait qu'on dit le ou la, mais en anglais c'est the pour le féminin ou le masculin. Donc le fait que ce soit un titre, ça permet justement qu'on dise, ce que je disais, c'est même lui il le dit, le docteur c'est plus, il apporte l'espoir quoi, c'est pas... voilà, c'est une promesse. Tu parlais tout à l'heure que tu avais eu du mal à te faire à David Tennant, etc. C'est vrai que finalement, à chaque fois, que souvent c'est un cycle qui revient, on n'aime pas trop le nouveau parce que celui d'avant il était mieux. On nous dit que Matt Smith est trop jeune, on nous dit que Peter Capaldi est trop vieux, on nous dit que Jodie Whittaker c'est trop une femme. On sait très bien ce qui va se passer parce que moi j'ai vécu Peter Capaldi du début à la fin. Au début on nous disait c'est qui ce gars, il est vieux, il est pas gentil, il est méchant, et finalement pendant Twice Upon a Time, il y avait toute la communauté qui pleurait en mode il va trop nous manquer. Donc Jodie Whittaker, je suis persuadé qu'il se passera la même chose. Et je rappelle que Tom Baker à la base, tout le monde avait dit au début c'est qui ce gars, il est trop farfelu, c'est pas le docteur du tout. Pourtant aujourd'hui c'est l'un des docteurs les plus connus à l'extérieur du fandom, qui est vraiment la représentation avec David Tennant du docteur. Rappelons que les haters restent quand même en minorité sur Jodie Whittaker et tout. C'est les plus virulents d'accord, mais les haters sont quand même en minorité. Globalement les retours sont plutôt très positifs. C'est vrai que sur internet, ce qu'on voit le plus, c'est les gens qui râlent. Parce qu'ils gueulent très fort et ils postent beaucoup plus de messages que les gens contents. Et ils ont beaucoup de temps libre. Et vous allez plus rarement avoir les retours positifs. Parce que ces gens, ils sont contents, ils disent « Ah bah c'était bien », ils passent à autre chose un petit peu. Alors que les gens qui n'étaient pas contents, ils veulent le faire savoir. C'est des hooligans. Le truc, c'est que la BBC, en fait, eux, ils s'arrêtent pour savoir la qualité d'un programme, vu que eux, les audiences, ils aiment bien avoir des bonnes audiences. Mais eux, ils gagnent pas vraiment enfin, ils ont pas pour but de gagner d'argent, donc ils se basent pas sur la pub. Donc les audiences, c'est bien si elles fonctionnent quand même, parce que faut quand même avoir des gens qui viennent regarder, mais c'est pas le truc fondamental. La BBC, ce qui est fondamental, c'est les audience appreciation, un truc comme ça. En gros, ce sont des notes données par un très large panel d'audience et qui, en fait, leur servent à savoir si leurs programmes sont qualitatifs selon l'audience. Et Doctor Who a généralement de très bonnes notes, et cette saison, ils ont des excellentes notes. Donc c'est que globalement, ça plaît à l'audience. Et puis, même pour revenir aux audiences quand même, eh ben, elles ont largement augmenté. On a les meilleures audiences depuis 10 ans, ce qui est quand même non négligeable. Et elles restent fixées autour de 8 millions en version finale, en J+7, donc après une semaine de rediffusion, de pouvoir les voir en ligne, etc.
Donc 8 millions, c'est énorme. Pour Peter Capaldi, on était plus vers les 4-5 millions, quoi. Enfin, donc c'est quand même une grosse montée. Et elle a quand même fait le meilleur démarrage de Docteur de toute la saison, avec de toute la série, pardon, avec 11 millions de téléspectateurs. C'est le meilleur démarrage de Docteur, ce qui est énorme. De toute façon, ça va peut-être surprendre certains, mais il y a des fans en Angleterre qui considèrent que Doctor Who s'est arrêté avec la couleur. Donc on peut aller là justement sur des fois justement tu disais réfractaire au changement, c'est quelque chose qui existe et qui existera toujours, comme j'ai dit tout à l'heure. Ah non mais oui, exactement, ça reste une minorité. Et puis justement peut-être que si les gens sont satisfaits de ce qu'ils ont vu, s'ils décident d'arrêter la série, ils ont le droit, il n'y a pas de souci. À partir du moment où justement on laisse la place à des nouveaux fans d'arriver, on peut aussi justement se dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir une femme maintenant, ça amène des curieux. Peut-être qu'il y a des fans d'avant qui trouvent qu'il y a trop de changements, mais peut-être que justement ça contente de nouvelles personnes. Donc je pense qu'au final, de toute façon on a tellement de séries, au pire... on a de quoi faire. Maintenant, on a Netflix, Amazon, tout ce que vous voulez. Donc, j'ai envie de dire, les fans, elles l'aident un peu à la forger, mais c'est pas eux qui la font. Donc, il faut faire confiance aux nouveaux showrunners, faire confiance. Si la BBC a choisi telle personne pour la représenter, je pense qu'il faut savoir faire confiance et savoir laisser aller, en fait. Si vous n'aimez pas le changement, c'est pas grave, Doctor Who se portera très bien sans vous. Ah non, pas aussi violemment, pas aussi violemment. Aussi nuancé, parce qu'il y a par exemple pas mal de gens qui étaient partis avec Peter Capaldi, qui a quand même une ère très particulière, qui sont revenus avec Jodie Whittaker. Peut-être que Jodie Whittaker n'est pas faite pour ces gens-là, mais que le prochain, ou la prochaine, leur plaira beaucoup plus et elles viendront ensuite, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, on peut pas... Enfin moi, il y a des airs que j'aime moins. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Oui, bon, Peter Davison, on t'entend là-bas, oui. C'est vrai que j'aime pas trop le docteur de Davison, mais ça m'empêche pas de trouver qu'il a des très bons épisodes, par exemple. On peut jamais tout aimer ou tout détester dans une ère déjà de base, mais si vraiment on trouve ça insupportable, on attend juste 3 ans, il faut attendre 3 ans, mais c'est l'intérêt de Doctor Who, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous savez que ça durera pas très longtemps. Donc, comme ça, voilà, ça change continuellement, c'est vraiment l'âme de la série. Et nous allons donc passer à une petite séance de questions. Pourquoi tous les Time Lords ont, d'après vous, tout le temps une apparence humaine? Ça coûte moins cher. Je pense que c'est... L'argent. Voilà, ça coûte moins cher. Techniquement, les Time Lords ne peuvent pas avoir n'importe quelle forme. Ils ont une forme humanoïde, tout simplement. Rappelons que le docteur est à moitié humain, c'est canon. Oui, pour ceux qui n'ont pas vu, dans le téléfilm de 96, le docteur annonce à je ne sais plus trop qui. Et donc il annonce « Je suis à moitié humain du côté de ma mère ». Voilà. On ne sait pas si c'est une blague ou si c'est vrai. Grosse polémique dans le fandom, ils s'en sont toujours parmi. Par rapport à Gallifrey, du 9e jusqu'au 12e docteur, si je ne me trompe pas, il y avait tout ce mal-être, comme quoi il avait détruit les siens, tué les siens, et maintenant qu'il a retrouvé Gallifrey, comme une fleur, il s'en va. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Un petit point classique. Les Time Lords sont des crasses. C'est pas des gens bien. Dans les classiques, les Time Lords, quand vous allez les voir, vous êtes oh. Tous les épisodes se passent très mal. C'est des êtres humains, quoi. Ah ouais, c'est des êtres humains spécialisés politiques. C'est des bureaucrates. C'est les pires. C'est des bureaucrates. Le docteur, on comprend qu'il n'a pas vraiment envie d'y retourner. Donc je pense qu'il est content que sa planète soit saine et sauve, que les gens dessus aillent bien. Mais il n'a pas forcément envie, je pense, de retourner voir les siens. Alors après, ça peut être intéressant de retourner sur Gallifrey, mais le docteur c'est quand même quelqu'un à la base qui s'est barré de Gallifrey, on ne sait pas trop pourquoi, c'est assez vague, mais c'est qu'il s'y sentait moyennement bien quoi déjà de base. Je trouve que c'est normal que le personnage n'ait pas vraiment envie de rester longtemps là, surtout que la dernière fois qu'il les a vus, c'est parce qu'ils l'ont mis en prison pendant plusieurs milliards d'années, donc je comprends qu'il soit moyennement chaud quoi. Pour rebondir sur cette histoire que les Time Lords sont vraiment des gens peu fréquentables, rappelle quand même que le deuxième docteur va leur demander de l'aide. Ils vont dire ok on t'aide, mais du coup on t'enlève une vie, tu régénères et on t'emmène sur la Terre, tu n'auras plus le droit d'utiliser ton TARDIS. Point. Parce que les Time Lords ont dit ouais non quand même tu fais le con,
va peut-être pas te laisser trop de pouvoir. Parce que c'était moins cher aussi. Le docteur, il aime pas tuer des gens, donc dans tous les cas, ça lui, même si c'est des trous du cul, pour lui, il a quand même mis fin à son espèce, donc il les a sauvés, en gros, il s'est soulagé un peu la conscience, voilà. Et puis bon, bah voilà, il les a sauvés, et puis c'est bon, il continue sa vie. Lui, ce qu'il veut, c'est voyager, rencontrer de nouvelles personnes, et essayer d'aider un maximum. Mais je pense qu'il arrivera sur Gallifrey, il s'emmerdera un petit peu. Hein. Qu'est-ce que globalement vous pensez des compagnons de cette saison-là et surtout de leur relation avec le docteur? On parlait tout à l'heure justement de prise de risque, de renouveau, le fait que Yaz soit la première compagne musulmane, que Ryan souffre de dyspraxie. On parle de choses dont on n'avait pas forcément abordé avant. Donc là, c'est très intéressant. Et en fait, justement, je trouve ça top justement d'avoir peut-être 2 jeunes et un peu plus vieux, justement, avoir ce contraste entre peut-être la fougue de la jeunesse et un peu la retenue de Graham, justement, derrière. Ce qu'on disait, c'est que maintenant, il y a vraiment ce côté très famille, très famille. D'ailleurs, le docteur décide de ne plus les appeler ses compagnons, mais plus sa famille, en fait. Elle parle d'amis. Oui, d'amis. Maman, je peux le dire femme. famille aussi. Hein. Elle dit femme, my femme. Hein. Donc voilà, c'est ça. C'est la famille, c'est la famille de cœur, quoi. Enfin, dans le sens où voilà, c'est la famille, frère. Et Les coussins. c'est le cousin. Et non, du coup, je pense que ces nouveaux compagnons, c'est très bien. Au début, c'est vrai que moi, je me suis dit 3, est-ce que ça va pas être un peu trop? Mais en fait, justement, comme on a un nouveau docteur qui s'installe, et ben 3 compagnons, c'est très bien parce que à chaque fois, ils font ressortir quelque chose de nouveau du docteur. Donc moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Mais il y a la question de la représentation qui a été beaucoup abordée pour cette saison, parce qu'on a des gens d'horizons très différents, avec, tu disais par exemple Yaz qui est musulmane, et puis même au niveau de Graham, on n'a pas de compagnon longue durée, parce que je compte pas Wilf, on n'a pas de compagnon longue durée âgé en fait, âgé, il est retraité. Et donc ça peut paraître un peu bête, mais j'ai vu par exemple des gens sur Twitter qui disaient « Mais en fait, je suis vraiment content parce que j'ai l'impression de me revoir avec mes petits-enfants quand je regarde Graham et j'aime bien. » Donc en fait, même ça, c'est important, même au-delà du côté, parce que les gens disaient « Oui, c'est représenter les minorités. Puis on met un docteur femme, et puis on met un compagnon noir, et puis on met une compagne pakistanaise. » Et oui, bah aussi, en fait, c'est juste une grande famille qui très diverse de tous les points de vue, pas que des points de vue physiques ou des points de vue religieux, c'est une famille très diverse, et en même temps, ils ont vraiment des points qui les relient, qui sont très forts, qui sont très tendres. J'adore les voir discuter ensemble, ils ont vraiment une alchimie, mais oui, comme une famille, comme on pourrait aller parler à son grand-père ou à sa sœur. Vraiment, ils ont vraiment ce côté-là qui est très développé, et je trouve que c'est du coup une team TARDIS très touchante, à laquelle on s'attache beaucoup, et on s'attache à chaque personnage, et aussi au personnage, à la team TARDIS dans sa globalité. On aime les voir évoluer ensemble, je trouve. La représentation, c'est bien et c'est important, mais vraiment le point important de cette team TARDIS, c'est que les personnages sont bons en fait, et c'est vraiment ce qu'on attend en priorité. C'est représenter les gens en fait. Ils viennent d'un petit village anglais, enfin un village non plus, pas un village non plus, mais d'une petite ville anglaise, ils viennent de Sheffield. Donc ça sort un peu de Londres, c'est sympa aussi. C'était pour avoir votre avis par rapport à l'évolution du tournevis Sonic. Et aussi, juste pour émettre une idée, seriez-vous chaud après pour l'arrivée, après je sais pas si certains connaissent un peu l'ancienne série, mais pour un retour de Omega. Le design, je ne l'aimais pas trop quand on nous l'a présenté. Il a dit des termes qu'on ne répétera pas ici. Non, rien. Et en fait, je trouve qu'il fonctionne très bien en fait dans la série avec le caractère du docteur et ce qui en est fait. Je dirais rien de plus pour pas spoiler. Elle l'utilise pas trop, non. C'est vrai qu'au début, pareil, moi j'ai vu la tronche du tournevis, j'étais ouais, ok. Et en fait, la façon dont c'est amené, la façon dont comment est-ce qu'il arrive dans la série, le côté très objet personnel en fait, très fait main, très organique. Voilà.
ça justifie en fait cet emploi et il y a, ce qui est très bien, c'est qu'au niveau esthétisme, il y a quand même un raccord avec l'intérieur du TARDIS. Donc, au final, ce tournevis sonique que j'aimais pas forcément au début, je le trouve quand même très intéressant. Et puis c'est bien en fait qu'il change assez radicalement des autres, parce que du coup, vu que cette nouvelle série, nouvelle saison, c'est une saison de changement, et ça passe aussi par le tournevis sonique. Donc je trouve ça très bien. Et du coup, la deuxième question par rapport à Omega, je vais situer parce que tout le monde... Qui connaît Omega? Ah il y a 4 personnes. Bravo, bravo. Omega, en fait, c'est un personnage de la série classique qu'on voit dans 2 épisodes, il me semble. Omega, c'est censé être l'un des fondateurs de la société Time Lord, telle qu'on la connaît, avec Rassilon. Il s'est sacrifié, en fait, pour que les Time Lords puissent avoir la technologie du voyage en temps, il me semble que c'est par rapport au TARDIS. Pour pouvoir construire les TARDIS, il me semble qu'il s'est sacrifié. Un truc comme ça. Et donc voilà, il s'est sacrifié pour les Time Lords et en gros, il n'a pas eu des masses de reconnaissance, ils l'ont laissé traîner dans un trou noir tout seul sans lui venir en aide. Donc le mec est un peu en colère. Les Time Lords sont des gens peu fréquentables. Ça coûte cher d'aller chercher un mec dans un trou noir, on va le laisser là pendant des milliards d'années. Et donc du coup, il est resté là. Forcément, il est un peu mauvaise, ça peut se comprendre. Et donc, il essaie de se venger. Et en fait, c'est un personnage très intéressant parce que justement, il y a ce côté où son métabolisme a été modifié par le fait qu'il vivait dans un trou noir. Donc, ça fait des complications. Il ne peut pas revenir dans notre univers parce que c'est pas compatible ou ce genre de truc. Sincèrement, j'aimerais beaucoup voir un retour de Omega et Rassilon à un moment. Alors, je ne sais pas quand, mais c'est le genre de truc qui me plairait. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant parce qu'on n'a pas vu les 2 personnages ensemble et vu qu'à mon avis, ils ne doivent pas trop s'entendre, ça peut faire des étincelles, ça peut être très intéressant comme rencontre. Est-ce que vous attendez pas un peu comme moi, parce que je suis un petit peu déçue par rapport à ça, hormis les beaux décors, les belles histoires, les points historiques, tout ça, est-ce que vous attendez pas un peu plus de vrais monstres dans le genre ou des monstres qui tuent, qui sont là pour être mauvais et non pas juste pour décorer et meubler un peu l'histoire? Un retour aussi de certains monstres, ou tu veux vraiment juste des méchants Pas de retour, parce que je pense que le changement ça fait du bien aussi, mais des monstres qui seraient là réellement pour exterminer le maximum de... Voilà, ça c'est déjà fait. Il y a un vrai enjeu, il y a un suspense, parce que je trouve que pour cette saison, finalement... Je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que le point un peu noir pour le moment dans la saison, c'est que les méchants, soit ce sont pas des vrais méchants, soit ils sont peu efficaces ou peu charismatiques. Et pour le moment, effectivement, je dirais que Chris Chibnall, il manque un vrai méchant emblématique qui rassemble un petit peu... Le petit, moi je trouve qu'il est mignon. Ouais, mais non, je suis d'accord avec toi, il faudrait qu'il ramène un méchant un peu plus fort que Enza. Les méchants pour le moment ils servent surtout de prétexte d'introduire en fait la nouvelle équipe, de la laisser se mettre en place, être sur vraiment les relations justement qui se développent entre les personnages. C'est vrai qu'après je suis d'accord avec toi, maintenant on a passé la moitié de saison, on a vu les relations, il est temps effectivement d'avoir des méchants vraiment très très méchants. Je pense qu'au début, voilà, c'était vraiment la volonté de laisser s'installer l'équipe et les relations. Mais effectivement, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça manque un petit peu à cette nouvelle saison. Finalement, Chibnall a l'air d'être plus intéressé par les méchants humains, en fait. C'est vrai. Il y a beaucoup d'humains dans les méchants, et je pense que ça intéresse plus de voir cet aspect-là que de mettre des... C'est un peu, voilà, c'est montrer que au final, la méchanceté peut naître de n'importe qui. Voilà, j'aime bien les retournements. Alors j'aimerais bien qu'il y ait des monstres, j'aimerais bien que d'ici la fin de saison, il y ait des monstres vraiment des monstres terrifiants ou des monstres vraiment iconiques. Ah ouais, quand même, ouais, voilà, des trucs iconiques. C'est vrai que pour le moment ça manque un petit peu, mais je trouve que pour autant les méchants de la saison sont pas inintéressants. Ils ont tous leurs spécificités qui sont intéressantes à analyser et qui sont plus sur ce côté de faut se méfier des apparences un petit peu. Dans les autres saisons, il y avait le fil rouge, par exemple dans la saison 11, silence et tout, mais là, j'ai un peu du mal à distinguer ce fil rouge qui nous amènera à l'épisode spécial.
Il n'y en a pas. Et en fait, Chris Chibnall l'avait expliqué en disant que lui, il voulait pas finalement avoir ça. Et là, il renoue un petit peu avec un côté plus série classique où il y a 10 épisodes avec 10 histoires et où il n'y a pas vraiment de fil rouge. Alors après, est-ce que ça va être vrai ou pas? Faut voir la fin de saison pour savoir si c'est le cas. Mais finalement, le fil rouge, c'est juste pour le moment les relations et les dynamiques entre les personnages. Après, on aime ou pas cette absence de fil rouge, mais en tout cas, c'est pour le moment ce qu'a décidé Chris Chibnall. On peut regretter qu'il n'y en ait pas, après c'est aussi un point positif pour la série, parce que les gens qui regardent plus occasionnellement peuvent prendre un épisode quand ils veulent et peuvent s'y retrouver aussi. Qu'on amène autant de changements, et est-ce que mettre en plus un fil rouge, ce serait pas trop? Et est-ce que ça casserait pas un peu la dynamique des épisodes? Justement, là, au moins, on a chaque histoire qui a un début et une fin. Donc pour moi, je pense que c'est peut-être intéressant de recommencer une nouvelle ère par justement prendre son temps, faire des histoires qui se finissent. Et après, effectivement, pourquoi pas réinstaurer un fil rouge? Effectivement, on voit que le fil rouge, c'est quelque chose qui tient en haleine. Effectivement, ça donne envie de regarder la suite pour se dire, est-ce qu'on va répondre à mes attentes? Est-ce que j'avais raison ou pas? Donc le fil rouge, c'est un bon moyen, mais je pense que il ne faut pas forcément chercher à mettre un fil rouge parce que faut trouver une idée qui va tenir pendant toute une saison plutôt que de lancer peut-être des fils rouges et pas avoir forcément une fin très satisfaisante. C'est quelque chose de bien pour certains scénaristes, mais faut pas trop en abuser non plus. Ceux qui sont à jour dans la série, est-ce que vous êtes vraiment, comme les invités ici, totalement acquis à cette nouvelle saison? Ou est-ce que c'est par pudeur que, comme moi, vous n'avez pas osé montrer quelques regrets? Alors, je suis... Ah, mais ils savent qu'on va les taper à la sortie, hein, si ça se... On a un Dalek, attention. Oui, pas de problème. Pour dissiper. Totalement acquis, peut-être pas non plus. La politique de Doctor Who est bienvenue, les liens familiaux, c'est parfait. Jodie Whittaker, enfin, une Time Lord, une Docteur, c'est merveilleux, c'est parfait. Mais quand je regarde Doctor Who, j'ai ce besoin d'évasion, de démesure, de folie, d'ambition. Et en ayant une série qui est peut-être plus terre à terre, qui dispute peut-être plus des enjeux modernes, je trouve qu'on a perdu, pour le moment bien sûr, j'attends d'avoir tort. Je veux dire, j'ai passé toute la saison 5 à pleurer Tennant avant d'accepter le 11e, mais là c'est pas pareil. J'ai besoin dans Doctor Who de retrouver cette démesure, ce côté, cet héroïsme. Je veux que cette Docteur féminine, elle ait vraiment des enjeux galactiques comme ça à surmonter. Nous, on est très accro au classique. Donc en fait, les épisodes simples qui sont pas forcément dans la démesure, c'est quelque chose auquel on a l'habitude et qu'on apprécie beaucoup en fait. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ici, on a été beaucoup plus vite conquis par cette saison parce que ça nous dérange. Pour nous, Doctor Who, c'est pas un synonyme de démesure en fait. C'est que Doctor Who, ça peut être de la démesure, mais ça peut être autre chose. Et je pense que c'est aussi pour ça que nous, y a des... Après, là, c'est parce qu'on essaie de pas spoiler. Il y a des trucs qui nous ont déplu sur les épisodes. Hein. Mais c'est globalement, on aime beaucoup cette saison quand même. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on a vite été convaincus parce qu'on n'était pas non plus en terre inconnue. C'est vrai que par exemple, sur la période Moffat, on a eu très peu d'épisodes simples comme ça. Et je comprends que ce soit déroutant pour beaucoup de gens en fait. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Je pense qu'après, à la fin de cette saison, je pense qu'il y aura déjà des gens qui l'aimaient pas au début, qui vont peut-être revoir les épisodes et se dire « Ah, en fait, ils sont pas si mal ». Par exemple, à chaque fois que j'ai regardé les épisodes, je les ai préférés la deuxième fois. C'est parce qu'en fait, j'avais toujours cette attente sur le premier de me dire « Ah, ça va péter, c'est Doctor Who » et tout ça. Je regarde, ah, c'est que ça. Donc j'ai bien aimé, mais ouais. Et après, je le vois, je fais ah, en fait, c'est super bien parce que j'avais moins d'attentes, je savais que ça allait pas péter dans tous les sens. J'ai plus apprécié la construction de l'épisode. Donc je pense que je conseillerais aux gens qui ont eu un peu de mal à accrocher, à la fin de la saison, quand vous savez comment ça se termine, peut-être revoir la saison et comme ça, vous la verrez avec un nouvel œil. Et peut-être que comme ça, vous apprécierez plus facilement les monstres moins effrayants ou alors les histoires plus simples. Peut-être que comme ça, avec une vision d'ensemble de la saison, ça peut peut-être vous convaincre un peu plus. La chose avec Doctor Who aussi, c'est que c'est très personnel. Toi, tu attends quelque chose de très explosif, galactique, comme tu disais, pour quand t'es terme.
Moi, j'attends juste des aventures comme ça. Là, on est beaucoup dans des épisodes plutôt historiques, on va dire. Enfin, il y en a eu 2 cette saison qui sont que j'ai beaucoup aimé. Donc, en soi, le fait que ça prenne le temps de se poser, que ce soit plus intimiste, comme on disait, moi, ça me gêne pas parce qu'en fait, j'ai pas forcément d'attente particulière. J'adore quand ça pète dans tous les sens et j'adore aussi quand c'est plus posé. Donc après, je comprends totalement ce que tu veux dire. La série ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Donc nous, on est enthousiastes. On est Tardis Story, on fait des vidéos ensemble. Globalement, on a souvent les mêmes points de vue, mais ça arrive qu'on n'est pas toujours, on soit pas toujours d'accord. Et puis on est d'accord vraiment sur le fait que chacun a son avis, chacun pense ce qu'il veut, quoi. Surtout, on n'a pas voulu spoiler, mais il y a des choses qu'on a beaucoup moins aimé que d'autres. Par exemple, je sais que nous deux, on n'a pas aimé l'épisode 5, alors que il me semble que les 2 autres ont plus apprécié. Oh, ça va. Moi j'ai dit que je m'étais ennuyé pendant ça. Ça passe. Mais et effectivement, il y a des problèmes. On disait par exemple que je trouve que Chibnall a écrit trop d'épisodes sur la saison. Mais en fait, c'est assez difficile pour le moment de se positionner vu qu'on attend vraiment les 3 derniers épisodes pour avoir une vue d'ensemble aussi de ce qui a été fait. Après, moi je peux comprendre tout à fait que le manque d'épique, le manque d'évasion se fasse ressentir. Mais j'attends vraiment de voir ce que Chibnall a à apporter à Doctor Who. C'est aussi ça qui fait la force de Doctor Who, c'est que chaque épisode va apporter quelque chose de différent et que dans une seule saison, tu vas passer d'un épisode très posé, très calme, à un épisode un épisode de SF où ça va péter de partout, ou un épisode historique avec peut-être avec des messages comme Chibnall aime bien les faire. Donc oui, moi j'ai espoir que le final nous en mette plein les yeux et j'attends de voir. De toute façon, moi je pars toujours du principe que je vais pas dire que quelque chose c'est pas bien, je vais dire que moi j'aime pas, c'est personnel. Il y a des gens qui vont aimer, donc je vais pas venir critiquer leur goût. Sauf The Wedding of Riversong, ça c'est pas. Je pense qu'on va remercier nos intervenants. Merci. On va les applaudir.